Bonjour et bienvenue sur la troisième séance webcast de la communauté Cisco en français. Je m'appelle Jimena Saez et je suis la modératrice de la communauté pour la langue française. Je veux donner la bienvenue sur le plateau à nos experts en routage et commutation ainsi que sécurité, Francesco Molino et Xavier Crèvecoeur. On les remercie d'avoir accepté de collaborer avec nous pour vous emmener cette nouvelle émission et vous expliquer en détail les meilleures pratiques au sujet de l'automatisation grâce à Python et iOS XI. À tous nos clients et partenaires, collaborateurs et en général, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent, on vous remercie aussi de nous permettre de nous connecter avec vous et d'atteindre de plus en plus de régions francophones à travers le monde. Au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco qui m'accompagne aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans cette émission. On voudrait faire l'annonce de quelques événements. Si les réseaux de sans fil sont de votre intérêt, la communauté en français organise un événement Demandez à l'expert ou prochainement Demandez-moi n'importe quoi, qui est ouvert jusqu'à demain, vendredi 23 août. Cela concerne les protocoles de réseaux sans fil, configuration et meilleures pratiques, et conduite par Federico Silotto. C'est un événement public, alors vous pouvez participer en cliquant sur le lien. Ce lien sera partagé sur le panneau d'à côté. Ensuite, nous avons aussi un deuxième événement qui sera présenté pendant le mois de septembre. Si vous vous intéressez en particulier à la technologie de téléprésence, la communauté a organisé aussi un événement à partir du lundi de septembre, téléprésence, configuration, dépannage et meilleures pratiques, conduite par Aníbal Mirón et Octavio Miralrio. Cet événement est privé, par contre. Alors, pour cette raison, seulement les clients et partenaires qui auront accès pourront directement se brancher et aller sur le panneau de discussion pour poser des questions. Le lien aussi sera publié sur le chat qui est sur le panneau latéral. Finalement, on vous demande de nous aider à évaluer toutes les participations qui sont dans la communauté. Alors, on vous demande de qualifier les contenus et d'identifier les meilleures solutions. Si vous avez posé des questions, n'oubliez pas de signaler que la solution a été trouvée en cliquant sur Accepter la solution. De cette façon, vous nous aidez à clôturer les questions qui sont ouvertes et les réponses sont plus faciles à repérer pour ceux qui cherchent la même réponse que vous. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours consulter sur notre guide d'utilisation en vidéo. Cette vidéo est publiée, le lien, sur le panneau du chat. Et finalement, la reconnaissance que nous faisons aux top contributeurs. Tous les mois, nous cherchons à remercier nos meilleurs collaborateurs et c'est pour ça que vos compliments nous aident à les identifier. Alors, permettez-nous de ressortir et de devenir un Spotlight Award. Et il vous suffit de cliquer sur la petite étoile de compliment pour les remercier et c'est grâce à ça que nous pouvons aussi les repérer. Là, au mois de juillet, nous avons eu Leonardo Peña. Nous voulons le féliciter et puis tous nos encouragements pour lui. On vous demande de poser les questions sur le panneau de Q&A. Là, nous allons les récupérer et toutes les questions seront répondues en finale de la séance. Alors, si vous pouvez mettre toutes les informations ensemble pour ne pas devoir aller faire un pick-up sur différents étages. On vous remercie aussi. Bon, si vous voulez télécharger, bien sûr, la présentation, on a déjà partagé sur le chat les liens des slides. Vous pouvez télécharger, c'est aussi disponible sur la communauté, sur la page du site. Et le lien sera affiché sur le panneau d'à côté. Alors, on va passer sur la présentation de nos experts. Alors, voici Francesco Molino. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Francesco a suivi des études dans le domaine de l'électronique,
les réseaux et la sécurité informatique. Il possède des certifications CCIE en Routing and Switching, SP et Security 35050, avec plus de 15 ans d'expérience dans les milieux de télécommunications. Il est un fan inconditionnel des solutions Cisco et open source. Il est aussi expert en architecture de réseau, LAN, WAN, Wi-Fi, Security et dans le déploiement et troubleshooting de ces solutions. Sachez aussi qu'il s'intéresse au développement d'outils d'automatisation sur Python, Bash et en s'appuyant sur différentes APIs. Il travaille chez SBK Telecom à Montréal comme consultant en sécurité et network. Il est désigné VIP Cisco dans notre programme de reconnaissance aux meilleurs contributeurs. Nous avons aussi comme question manager un Xavier Crèvecoeur. C'est un ingénieur de Westcom en France. Il est détenteur d'un CCIE en sécurité. Il est aussi Firejumper Elite et il possède une vaste expérience en télécommunications, centre de données, sécurité et distribution. Xavier nous fera l'honneur de répondre à quelques questions sur le panneau de Q&A durant cet événement et n'hésitez pas à soumettre vos doutes. Nous tâcherons d'y répondre et principalement à la fin de la séance, Francesco répondra aux questions. Alors, ce webcast aura une durée d'environ 70 minutes, et y compris les 2 laboratoires. À la fin, nous essaierons de répondre à toutes les questions de l'audience. Francesco, je vais vous céder la parole maintenant. Merci, merci Jumina. Voilà, c'est bon, je peux partager mon écran. Donc bonjour à toutes et à tous. L'objectif du jour, c'est de parler de Python et l'automatisation avec la partie Cisco. Je vais essayer d'aller dans le détail de certaines choses et s'il y a certains points que j'aborde que vous comprenez pas ou sur lesquels vous voudriez poser des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai à la fin de la démo. Donc l'objectif, c'est de vous parler un tout petit peu de ce que c'est Python, la liaison entre Python et Cisco. Ensuite, le troisième point, ça va être tout ce qui concerne iOS XE, et plus précisément les features IOX et Guest Shell. Et à la fin, je vous ai prévu 2 démos pour vous montrer les différentes possibilités qu'on pourrait mettre en place. Donc avant de rentrer dans qu'est-ce qu'est Python, pourquoi aujourd'hui on parle d'automatisation, j'ai mis quelques points sur la slide. En fonction de vos business cases, il peut y en avoir d'autres ou il peut y en avoir moins. Cela représente les points qu'on voit souvent dans les forums quand on essaie d'aider les gens qui essaient d'automatiser. Donc le premier point va être surtout, il y a plusieurs tâches à réaliser lorsque vous configurez des équipements qui peuvent prendre du temps et forcément ça peut amener des erreurs humaines parfois dues à des mauvais copier-coller. Le deuxième point va être tout ce qui est coordination, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous devez envoyer un équipement sur site distant, vous devez le configurer au préalable, l'envoyer ou l'envoyer sur site, mais avoir quelqu'un qui puisse être vos yeux et vos mains pour configurer les équipements. Tout ce qui est Move at Change, donc ce qu'on appelle MAC dans notre métier, qui sont des petites tâches à réaliser pour mettre un VLAN sur un port pour un client, qui peuvent être des tâches qui peuvent prendre énormément de temps en fonction du nombre de Mac qui peuvent rentrer. Les erreurs humaines, comme je l'ai évoqué, dues à des mauvais copier-coller. Et surtout, ce qui n'est pas négligeable, c'est le pas d'homogénéité ou très peu d'homogénéité en fonction des Macs qui auront été réalisés. En fonction de si c'est vous ou un autre collègue, la configuration standard ne sera pas forcément appliquée. Le cœur va être là, mais toutes les petites options qu'il pourrait y avoir à côté peuvent différer en fonction des personnes qui font ces changements. Donc, qu'est-ce que Python? Donc, Python, c'est un langage open source qui a été créé en 1991. Il a été créé par la personne que vous voyez à l'écran qui s'appelle Guido van Rossum. Pourquoi le nom de Python? Ça vient du Monty Python's Flying Circus. C'est une série TV dont Guido était fan.
C'est un langage de programmation dit interprété, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le compiler pour l'exécuter, juste on programme et on l'exécute tout de suite derrière. Et il fonctionne aujourd'hui avec n'importe quel système d'exploitation. Donc vous pouvez faire du Python sur du Linux, macOS ou Windows. Donc vous avez, pour ceux qui ont commencé à regarder Python, vous avez entendu parler de deux versions de Python, Python 2 et Python 3. Python 3 est sorti en 2008. Python 2, la dernière version officielle, c'est la 2.7 quelque chose, qui est sortie en 2010. Plus précisément, aujourd'hui, on est en 2.7.16 depuis mars 2019. Et, il devrait y avoir une nouvelle version qui sortirait début d'année prochaine, et ça devrait être la dernière. L'avantage de Python 3, c'est qu'il va amener de nouvelles fonctionnalités et il va améliorer la gestion du code par rapport à la version 2. Aujourd'hui, il y a déjà des bibliothèques qui ont annoncé le support de leur librairie sur Python 2 dès 2019, ce qui va faire que l'ensemble des personnes comme nous autres ou développeurs vont commencer à aller de plus en plus vers Python 3, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas très répandu. La plupart des gens continuent à utiliser la version 2. Pour la question qui revient sur le forum, quelle est la version à apprendre aujourd'hui? Bien évidemment, la question est Python 3. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez appris sur Python 2 est inutile, au contraire. Tout ce que vous avez déjà appris va pouvoir être réutilisé, mais il y a de nouvelles choses qui changent, donc il y aura peut-être de nouveaux skills à récupérer pour bouger sur la Python version 3. Donc la première question, sur la droite de votre écran, vous allez avoir un polling question qui va vous poser la question suivante. Quelle est la dernière version de Python 2 actuellement? Je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Et vous allez avoir la réponse à cette question dans les 5 prochaines minutes. Python et Cisco, donc la liaison entre les deux. Pourquoi aujourd'hui tout le monde parle d'automatisation et surtout avec Cisco, mais ça peut être vrai avec les autres vendors. On voit qu'il y a de plus en plus de solutions qui s'interconnectent ensemble. Dont mon premier point que je mets ici. Si on fait un petit zoom sur la partie sécurité, pour la partie Cisco, on va avoir plusieurs produits. On va avoir la partie AMP pour le endpoint, le Umbrella pour le DNS, du firewall, et on pourrait très bien avoir d'autres vendeurs de solutions qui feraient partie de notre architecture de sécurité. Le souci, c'est quand vient un moment critique sur votre réseau pour du hacking ou du troubleshooting simple, vous avez la notion de regarder l'ensemble de ces solutions-là et ça prend un temps énorme. Aujourd'hui, Cisco est arrivé avec une solution qui s'appelle Cisco Threat Response et l'idée derrière tout ça, c'est d'intégrer l'ensemble de ces solutions-là au travers de API, donc API, pour pouvoir récupérer en quelques clics de souris ou en un temps assez record l'ensemble des informations sur l'ensemble des systèmes. Ensuite, il y a la notion de perte de temps sur des tâches répétitives, c'est-à-dire qu'on parlait tantôt de la partie Mac, Move at Change. Comme je disais, ça peut prendre énormément de temps dans une équipe à gérer ces tickets qui rentrent au niveau du service helpdesk. Et donc, forcément, le temps qui est perdu là, il n'est pas passé sur des choses plus intéressantes comme du troubleshooting ou de l'amélioration. Donc, l'automatisation va nous permettre de mettre de côté ces tâches répétitives, elles vont être gérées en mode autonome et de se focuser plus sur des notions plus importantes d'architecture, de sécurité et autres. Et on parle beaucoup de API de nos jours également. L'idée, c'est que les constructeurs vont vous donner des portes ouvertes sur leur système pour pouvoir faire tous des tas d'actions que vous ne pouvez pas faire forcément en allant à travers le GUI ou en allant au travers du SSH. Un exemple, ça va être l'import-export des utilisateurs guest sur du Cisco ICE, sur des versions 2.3, 2.4 par exemple. On va y venir, j'ai un exemple précis là-dessus. Donc, comment automatiser? Donc là, c'est une slide qui est assez concise, mais j'ai pas pu mettre tout forcément en librairie, parce que, comme vous l'imaginez, il y en a tellement. J'ai essayé de concentrer les principales librairies qui pourraient être utiles dans notre métier.
Donc, il y a la partie librairie Normir qui va nous permettre de nous connecter à des équipements, tout comme Ansible. Netmico également pour pouvoir faire du SSH sur des équipements. Des librairies telles que Request ou HTTP Client pour faire des appels API, TextFSM. Les différents protocoles de comment on se connecte sur l'équipement. Ça peut être du CLI standard, donc en mode SSH. Je mets entre parenthèses Telnet si vous avez toutefois du Telnet sur votre réseau, mais généralement, ça va être plus du SSH aujourd'hui. Tout ce qui est netconf, RESTconf, pardon. Tout ce qui est REST API, HTTP, whatever. Les différents résultats qu'on peut obtenir au travers de ces requêtes, ça va être des résultats de type JSON, donc des modes dictionnaires. Ça peut être du XML avec des tags pour aller passer un fichier XML avec différents tags et récupérer la bonne info. Ou ça peut être du texte libre, donc du raw data. Donc là, on va essayer de prendre les principales librairies et essayer de voir comment on va les utiliser pour se connecter. Je vais juste stopper la présentation pour que je puisse sélectionner et vous montrer live de quoi je parle. Donc, on va avoir, si je prends Netmico, qui est l'une des plus connues aujourd'hui sur le marché pour se connecter à des équipements SSH et qui est compatible, bien évidemment, multi-vendor. On va avoir deux méthodes. Donc, la première notion, c'est ce qu'on va appeler un Connect Handler. C'est la partie, donc la fonctionnalité de Netmico qui va nous permettre de monter une session SSH. La première solution, c'est de déclarer dans le Connect Handler juste une variable. Et cette variable qu'on trouve ici, c'est une variable de type dictionnaire. On la reconnaît puisque dans Python, tout ce qui est variable de type dictionnaire a ces éléments-là en début et de fin qui sont des accolades. Et ensuite, à l'intérieur de ça, on va trouver une clé et sa valeur. Et à chaque fois, c'est la même chose, une clé et une valeur. Et donc, l'idée, c'est quand on monte le Connection Handler, il va utiliser ce dictionnaire, il va parser l'ensemble des informations et se connecter. Donc, dans ce cas-là, on va lui indiquer que le device type, c'est un Cisco iOS. On va lui indiquer le hostname pour pouvoir se connecter, ça peut être une IP, un FQDN, le username et le password. Juste temporairement, vous avez maintenant le résultat de votre polling qui s'est affiché normalement sur la droite. Bien évidemment, là dans l'exemple que j'ai mis à l'écran, le username et le password sont marqués en dur sur le code. Pour des questions de sécurité, vous imaginerez bien qu'on ne va pas mettre ça clair dans notre code Python. Donc, on va plutôt poser des questions à l'aide de commandes de input pour avoir le username ou d'autres librairies telles que getPass pour avoir l'input user en termes de password, mais qui soit masqué à l'écran lorsque le client le tape. La deuxième méthode, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on ne va pas utiliser une variable dictionnaire comme dans la première, mais on va définir au niveau du Connect Handler les différents paramètres. Donc, device type, IP, username, password, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Si vous avez plusieurs devices que vous voulez vous connecter, on va plus privilégier la partie dictionnaire parce que ça va être plus simple à gérer et ça va être beaucoup plus lisible lors du code. Si vous avez un ou deux devices sur lesquels vous vous connectez, on pourrait partir sur la deuxième méthode. Une fois que vous êtes connecté, on met on crée une variable. Ici, le nom de la variable, elle peut être peu importe ce que vous voulez. Dans notre cas, c'est SSH. On va lui donner l'information du socket de connexion SSH. Et en appelant cette variable-là, on va avoir accès à différents sous-fonctions de Netmico. Donc, la première qui va être le send command, donc ça va exécuter en arrière tout ce qui est en mode show, en mode enable. Donc on va pouvoir exécuter toutes les show commandes qu'on veut et récupérer les différents outputs pour les parser. Et on a la partie config. Donc en mettant SSH toujours en appelant notre connect handler et en mettant notre sous-fonction send config set, on va pouvoir lui donner une fonction et Netmico derrière va automatiquement aller en mode conft et exécuter la commande que vous aurez tapée ici. Juste à savoir, c'est que ici dans l'exemple, vous voyez que j'ai mis juste une simple ligne de commande. Mais on pourrait imaginer, on le verra lors de la démo, que je peux avoir plusieurs lignes de commande. Dans ce cas-là, on peut rajouter ici, au lieu de cette valeur-là, mettre une variable de type list.
La variable de type list sur Python, c'est ce qu'on on voit avec des crochets. Et donc, dans les crochets, on va mettre plusieurs commandes séparées par des virgules. Et quand on va lancer cette commande send config set avec le nom de la variable, il va exécuter d'un coup l'ensemble des commandes. Bien évidemment, on va falloir les mettre dans l'ordre parce que sinon les commandes ne fonctionneront pas. Lui, il n'a pas l'intelligence d'associer l'interface avec la description. Si vous mettez la description avant l'interface, ça ne fonctionnera pas. Il faut mettre l'interface et ensuite la partie description. Et on a aussi la possibilité d'envoyer directement des commandes au travers d'un fichier template qu'on pourrait avoir construit au préalable. Donc, on pourrait imaginer d'avoir un template avec une cinquantaine de commandes et juste référencer avec la fonction send command from file le nom de la variable de notre fichier et le Netrico va envoyer l'ensemble des commandes. Toujours pour la partie SSH, on va avoir d'autres librairies, Ansible et Nornir. Donc l'idée de comment on l'utilise vont être fondamentalement à peu près la même chose. La grosse différence, c'est que eux vont utiliser des fichiers d'inventaire au format YAML. Je vous ai mis le lien dans le slide pour ceux qui veulent aller plus dans le détail du YAML. Mais au final, c'est quoi? On va vulgariser ça comme un dictionnaire qu'on va parcourir. Et le début du fichier YAML est reconnu grâce à ces trois petits tirets là. Donc là, dans l'exemple, typiquement, je vais définir deux fichiers, un fichier host et un fichier groupe. Le fichier host, je vais lui donner mes différents hosts, donc mes différents devices, mes équipements sur lesquels je vais devoir me connecter, et je vais les associer à un groupe. Et dans mon fichier groupe, je vais récupérer donc le nom du groupe, qui est ici, et je vais définir un certain nombre de variables qui vont être des clés pour Nornir pour pouvoir se connecter. Donc là, dans notre cas précis, je lui donne le username, le password et le type de système d'exploitation qui est utilisé par l'équipement. Donc, ce qui veut dire que c'est qu'on pourrait gérer un dictionnaire avec des centaines de devices qui appartiennent à différents sites et les mots de passe étant différents, on va pouvoir les gérer site par site. Ce qui est un peu plus compliqué à faire côté Netrico, mais qu'on pourrait faire bien évidemment. Donc, c'est beaucoup plus organisé. La partie TextFSM, on en a parlé. TextFSM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est le fait de passer un output grâce à du regex en utilisant des fichiers templates. Donc, dans l'exemple que je donne, on va essayer de passer, par exemple, le show CDP neighbor detail. Donc, quand on fait un show CDP neighbor detail, il nous affiche l'ensemble de ces informations-là. Et dans notre cas, on voudrait récupérer juste le device et le IP address. Donc, soit vous récupérez ça dans une valeur et vous allez faire du regex à chaque fois dans vos codes, soit vous créez des templates et ces templates, vous allez appeler ces templates lorsque vous voulez passer l'output, qui lui va vous donner directement en résultat des variables avec les valeurs que vous aurez choisies. On va rentrer dans le détail dans la prochaine slide. Juste pour info, TextFSM, si vous allez sur le site de GitHub et que vous tapez TextFSM, vous allez voir, il y a déjà énormément de librairies qui sont, énormément de templates qui sont déjà prédéfinis pour différents équipements, que ce soit Cisco, Juniper ou autre. Donc là, on va prendre l'exemple d'un template, à quoi ça ressemble. Donc dans la première partie, donc la partie haute du template, à ce niveau-là, on va déclarer nos valeurs. Et chaque valeur, donc ça va correspondre à des variables de sortie, chaque variable va être associé à un regex. Ensuite, on va déclarer comment on va traiter notre texte. Donc là, on voit qu'il y a du regex également. Et si je prends le device ID, on va dire tout ce qui commence, la ligne qui commence par device ID, derrière, tout ce qui est après ça, c'est une variable avec ce regex-là. Donc quand lui va passer l'output, il va nous sortir uniquement cette info-là, il ne va pas nous donner toute la ligne. La même chose pour la partie adresse. Rappelez-vous l'adresse, comment elle est faite. On a marqué ici entry address et ensuite on a IP address. Donc dans le template, ce qu'on lui dit, c'est qu'on va prendre tout ce qui est entry address et tout ce qui va en dessous jusqu'à plateforme, ici, on va la traiter avec une fonctionnalité qui s'appelle parseIP, qu'on va retrouver ici en bas. Et on va lui dire tout ce qui commence avec la partie IP address, plus cette partie-là, qui est notre variable, qui correspond à ce regex-là, qui va récupérer uniquement un format de type numérique avec des points entre, va être notre IP address.
Là, je pense que là, ça paraît encore abstrait. La troisième slide, je fais le rapprochement entre le regex et le résultat. J'ai mis dans le lien dans les slides plus tard le site regex 101, c'en est un parmi tant d'autres, pour tester vos regex. L'idée, c'est de copier votre output ici et de mettre votre regex ici. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon regex, celui-là, IP address, et j'ai remplacé ma variable management IP par son propre regex à lui. Donc, on voit ici, c'est le regex de ma variable, de ce que je veux récupérer, et tout ce qui est en vert, c'est le regex global de la ligne. Et je vois que dans mon outil de parsing de regex online, il me sort deux couleurs, bleu, vert, puisque j'ai deux groupes. Chaque groupe va être différencié par rapport à des parenthèses ici. Si je rajoute un autre élément avec des parenthèses, ça va être un troisième groupe, donc une autre couleur. Et là, je vois que mon deuxième groupe, celui-là, va me retourner vraiment l'adresse IP sans la partie espace qu'il pourrait y avoir devant ou derrière. Donc, c'est une méthode pour parser justement les outputs. On le verra lors de la démo puisqu'on fait appel à du TextFSM. Il y a d'autres librairies qui vont pouvoir vous aider aussi, qu'on n'a pas forcément parlé, puisque, comme je l'ai dit, le domaine est très vaste. Des librairies comme Jinja qui vont vous permettre de faire du templating de config également. La partie API, on a parlé de deux librairies aujourd'hui, une qui s'appelle Request et l'autre qui s'appelle HTTP Client. Request, c'est une librairie extérieure à Python, c'est ce qu'on appelle un third-party library. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir construire l'accès à l'URL pour faire un appel API. Donc on va lui donner une variable, on va créer URL, on va donner l'URL. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est l'URL de ICE. On va le voir juste après dans l'exemple. Et on va lui donner la notion de headers. Il peut y avoir d'autres notions comme des paramètres ou des bodies pour envoyer un certain nombre d'éléments à cet appel API. L'idée ici, c'est de lui donner le type de output qu'on va vouloir. Dans notre cas, c'est du JSON. Il y en a, ça va être du XML qui vont vous retourner. Donc ça, il va falloir aller voir dans la doc et on va le voir juste après ces deux slides-là, un exemple concret sur ICE. La partie autorisation. L'autorisation peut être faite grâce à des tokens, peut être faite grâce à des username password. Quand c'est fait grâce à du username password, au niveau du Python, comment ça se passe? C'est qu'il va falloir mettre la notion de basic, puisque c'est une authentication de type basic, et mettre la concaténation du user et du password en mode codé base 64. Vous pouvez pas mettre en clair le user et le password. Et ensuite, vous lancez votre requête ici, avec le type de méthode qui va être associé à l'URL que vous faites. Ça peut être du get pour récupérer une information, ça peut être du delete pour aller supprimer quelque chose, ça peut être du put pour aller mettre à jour quelque chose d'existant, ou du post pour créer quelque chose dans le système. Et ensuite, je peux, grâce à la fonction print, prendre ma variable qui correspond à mon appel API et lui mettre la sous-fonctionnalité de .text pour récupérer la sortie de ce que ça a donné cet appel API. La partie HTTP Client fonctionne à peu près de la même façon. Ok, donc on va passer ça assez rapidement. La différence, c'est quoi? C'est que le HTTP Client, c'est une librairie standard de Python 3 qui est assez limitée. Request va aller beaucoup plus loin. Et donc, pour ceux qui font des tests, vous allez voir que, en fonction du nombre d'appels API que vous allez faire, Request va être toujours un peu plus lent que la partie HTTP Client. Donc là, je vous donne un exemple. Je vais sauter la présentation. On va aller directement dans le système. Donc, pour la partie ICE, typiquement, ça se passe dans Administration Système et c'est la partie ERS. Quand vous cliquez sur ce lien-là, ça vous amène sur ce qu'on appelle vulgairement le API Explorer. Donc, vous allez avoir ici l'ensemble des informations de qu'est-ce qui vous est permis de faire dans la partie API. Si je prends, par exemple, la notion de guest user, je vais pouvoir aller tout au début et je vais voir que je peux faire un certain nombre d'informations. Et donc, l'idée du API, c'est d'embriquer un certain nombre d'appels pour arriver à faire quelque chose avec. Dans ce cas-là, si je m'explique,
ça va être de faire un get all pour récupérer l'ensemble des users, et on va récupérer essentiellement leur ID et leur username. Et ensuite, grâce à ça, on va aller pouvoir faire un get by name ou get by ID ici pour aller voir plus spécifiquement les autres attributs. Donc la description, le password, le username. Dans le cas de ICE, ça peut être la date de validité du compte et ainsi de suite. On va pouvoir le suspendre, on va pouvoir updater. Si je clique sur Get All, quand j'arrive ici, il me dit le type de méthode. Donc, est-ce que c'est du get, du put, du post ou du delete? Là, forcément, ça va être du get puisque je vais récupérer une liste. Il me donne l'URL que je dois utiliser et il me donne les différentes informations que je dois mettre dans mon header. Il y en a qui sont optionnelles, il y en a qui sont requises et il y en a d'autres qui sont mandatory. Là, je vois clairement que la proposition de cet appel API peut me sortir un résultat en mode XML ou JSON. Et on va me donner ici un certain nombre d'informations sur une requête de type 200. Donc, c'est une requête qui a fonctionné quand on fait du get. Quand on fait du post, ça va être le code 201. Tout ce qui est autre que la série 200, donc tout ce qui va être 400, ça va être des erreurs. Et là, je vois que le résultat en mode XML va me ressortir cette partie-là. Le résultat en forme JSON va me sortir un dictionnaire. Donc là, on voit que c'est plusieurs dictionnaires imbriqués, puisque comme je vous disais tantôt, c'est que dans Python, chaque variable qui est avec des accolades, ça va être des dictionnaires. Donc là, on voit que si j'en prends typiquement la ressource, dans la ressource, je vais avoir la notion de liste et la notion de dictionnaire imbriqué. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs dictionnaires liés à cette même ressource. La même chose sur FMC. Donc, avant de passer à FMC pour la partie ICE, vous avez deux droits possibles pour la partie API. Il y a le ERS admin. Tout ça se passe ici dans Admin Access. Quand vous allez dans votre user, vous allez pouvoir donner ERS admin, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire du get, du post, du put, du delete, ou vous avez la notion de ERS opérateur qui va être là juste pour faire du get, c'est juste pour monitorer le système. La partie FMC, c'est la même chose, vous avez un API Explorer, vous avez tout un tas d'informations de type d'API call que vous pouvez faire, et avec les différentes méthodes. Donc get, post, put. En cliquant dessus, vous allez avoir typiquement, là, c'est dans la zone du body quand on va envoyer notre appel, les différentes informations que je vais devoir envoyer au système pour pouvoir récupérer l'information que je recherche. Et à côté, vous avez le modèle qui va vous expliquer chacune des zones. Alors, il n'y a rien de standard au niveau des API, donc vous allez trouver des systèmes qui vont être très très bien documentés, comme des systèmes qui vont être très très mal documentés. Donc là, ça va être, quand c'est très mal documenté, va falloir y aller entre guillemets à tâtons pour essayer de trouver les bonnes fonctionnalités. Et donc la même chose, on va vous donner après les différents résultats qu'on peut avoir, donc les différents codes avec les résultats. Si je descends, on devrait avoir une erreur 400 quelque part. Non, il ne l'affiche pas. Mais on va avoir, voilà, sur l'ensemble des API forts, vous allez avoir la notion des codes et le résultat qui va vous être communiqué. Donc ça, on vient de le voir. Je vais passer. Donc là, vous allez avoir une deuxième polling question vous devriez répondre par rapport à la question suivante. Les frameworks utilisés normalement utilisent quel format de fichier? JSON, CFG ou YAML? Donc c'est sur votre droite. Troisième chapitre, c'est la partie. Donc on va parler de IOX et Guest Shell. Donc qu'est-ce que IOX? Donc IOX, c'est si on le schématise très basic, c'est l'association de iOS et Linux sur la même boîte. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir héberger donc des applications au niveau de votre équipement Edge. C'est ce qu'on va appeler communément dans notre métier tout ce qui est Extension Cloud Computing. Chez Cisco, vous allez entendre souvent parler de Fog Computing. C'est comme ça qu'on appelle la notion de IOX. Vous pouvez créer vos propres IOX pour les déployer dans le système.
Les IOX qui vont pouvoir être déployés vont être des conteneurs, donc LXC, Docker ou autres, ou des VM de type KVM. Je vous ai mis le lien en bas du slide du site Cisco DevNet qui vous donne des instructions de comment créer votre propre application et l'importer surtout dans iOS XR. Il ne vous donne pas la notion de création de la VM KVM ou création du Docker, qui sont des choses séparées de Cisco, mais comment le packager en mode iOX et ensuite l'importer dans le routeur. Vous allez avoir l'idée, donc, comme je disais, c'est de mettre vos applications au niveau de l'équipement Edge. Et ces applications vont utiliser des ressources hardware qui vont être les ressources de l'équipement. On va parler de ressources partagées ou de ressources dédiées. Donc, typiquement partagé, ça va être un équipement comme le ISR 829, où lui, il a un seul corps CPU qui va être partagé pour l'ensemble des fonctionnalités, versus d'autres équipements comme les ASR, CSR, tout ce qui est iOS XR, donc ISR 43 et autres, qui vont avoir deux cœurs, dont un qui va être réservé pour la partie iOS et l'autre qui va être réservé pour tout ce qui est iOX, donc tout ce qui est Docker, Linux, KVM et ainsi de suite. Donc vraiment la partie virtualisation. Guest Shell. Donc Guest Shell, c'est quoi? C'est un conteneur prédéfini par Cisco qui utilise une distribution CentOS version 7 qui est importée dans iOX. Dans ce conteneur Linux, donc au final, c'est un Linux pour celui qui va se connecter dedans, c'est à la même tête qu'un vrai Linux, avec forcément quelques fonctionnalités en moins. Et en termes de ressources, vous serez limité par rapport à ce que vous permet la partie iOX. C'est-à-dire que vous allez pouvoir incrémenter les ressources à donner à ce conteneur-là par rapport aux valeurs par défaut, mais vous ne pourrez jamais donner un pour un toutes les ressources du routeur, puisque il faut bien une protection pour pouvoir permettre à la fonctionnalité principale qui est iOS de continuer à tourner. Ce conteneur qui est pré-provisionné par Cisco intègre déjà des librairies Python, comme ce qu'on appelle la librairie CLI, qui lui va vous permettre directement d'accéder à l'iOS sur lequel le conteneur tourne. Donc, il va pouvoir faire des commandes sans se connecter en SSH, donc directement par le back-end. Les fonctionnalités qu'on peut avoir dans cette distribution Linux, donc ce conteneur, vont être différentes en fonction des modèles d'équipement que vous allez utiliser et des versions d'iOS. La configuration, comment on provisionne ça, on va le voir dans la démo. Et comme je disais tantôt, ça reste un Linux, donc vous pouvez, donc dans le cadre de CentOS, vous pouvez installer des packages RPM, comme du TCP/dump, comme du database SQLite, du Apache, tout autre package qui pourrait être disponible sur Linux. Ce que vous ne pourrez pas faire, c'est installer un KVM dans ce conteneur. Une petite slide pour récapituler un peu la partie Guest Shell, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, sur quelle version ça tourne et les plateformes. La version minimum, c'est la 16.5.1, avec les différentes versions de Python qui peuvent rouler sur les différents équipements. Comment on active l'IOX? Alors l'IOX, très très simple à activer, c'est-à-dire que vous allez en mode config, vous tapez la commande IOX et la partie virtualisation est activée sur le routeur. Et donc en faisant un show IOX Services, on va pouvoir voir un ensemble d'informations. Et comme je vous disais ici, la partie conteneur et la partie VM ne peuvent pas être mises en même temps. C'est-à-dire c'est soit on fait le choix de mettre des conteneurs dans le routeur, soit on met du KVM. C'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas mélanger les deux. On peut mettre deux conteneurs, mais on ne peut pas mettre un conteneur et une KVM. Et avec les notions de CPU, mémoire et disque qui peuvent être utilisées, sachant que le disque, vous avez accès à la flash qui est sur le routeur. Donc, quand vous provisionnez le conteneur, lui, il est limité à un certain montant, mais vous pourrez aller jusqu'au maximum de ce que vous permet de faire la flash. En termes de CPU et mémoire, il y a des limites. Comme je disais tantôt, le CPU, il y a un corps réservé, donc vous ne pouvez pas prendre les deux corps pour votre conteneur. En termes de Guest Shell, donc juste avant de rentrer dans le Guest Shell, vous avez les résultats de votre polling question sur la droite qui viennent d'apparaître. Donc le Guest Shell, comment on configure ça?
Donc, en mode const, on va créer un template, on va appeler ça un template pour être simple, avec la commande app hosting app ID et get shell. Donc ça, c'est un nom réservé pour le get shell provisionné par Cisco. Et on va lui associer la notion d'interface. Ici, on va lui associer une interface Virtual Port Group 0. Donc, vous voyez ici que je crée une interface virtuelle. Pour ceux qui utilisent des devices qui ont un port de management out of band, on pourrait imaginer d'utiliser cette même interface. Au lieu de Virtual Port 0, on va mettre interface de management, donc qui sera dans votre VRF de management. Ensuite, on va déterminer, attendez, je vais sortir de là pour sélectionner, comme ça va être plus clair. Donc, la notion d'interface ici, avec la commande app venic. Ensuite, on va lui donner au niveau de l'interface du conteneur, quelle est son interface. Donc là, ça va être le PH0, puisqu'on donne 0. On peut créer plusieurs interfaces sur le conteneur. On va lui définir l'IP address avec son netmask. Et ensuite, avec la commande app default gateway, parce que là, c'est une seule commande qui fait partie de ce template-là. Et ça, c'est la deuxième commande. On vient lui définir la gateway, donc mon virtual port group, et on veut lui dire où l'associer, à quelle interface associer dans le conteneur. Et ensuite, on va lui donner le name server pour qu'il puisse atteindre et résoudre tous les FQDN en interne ou en externe de votre réseau. Pour activer le guest shell, donc la commande en mode enable, c'est guest shell et enable. Quand vous allez faire ça, il va falloir attendre un bon 3 minutes le temps que tout soit provisionné. Une fois que vous avez fait ça et que vous faites votre show app hosting list, vous allez voir que votre conteneur, donc le nom de votre conteneur ici, dans notre cas, c'est le guest shell, celui fourni par Cisco, mais si vous importez votre propre conteneur, il va avoir un autre nom et on va voir son état. Est-ce qu'il est running, stopped ou est-ce qu'il n'existe pas? Pour désactiver le guest shell, donc le conteneur, ça va être guest shell disable. Donc là, on ne va pas le supprimer, on va juste le mettre shutdown, on ne va pas le laisser tourner. Et si on fait destroy, on va supprimer le conteneur parce que, mettons, vous avez fait quelque chose et le conteneur ne fonctionne plus comme il devrait. Donc, vous faites un destroy et vous faites un guest shell enable juste derrière. Il va recréer le conteneur selon ce qui avait été programmé par Cisco. On peut forwarder des ports sur le conteneur. Donc, si vous voulez faire de la NAT et que vous hébergez un service web, vous voulez qu'il soit accessible depuis l'extérieur, soit c'est fait par du routage, soit tout arrive sur votre routeur, et de votre routeur, tout ce qui est port 80, vous allez le forwarder sur votre conteneur. Et la partie run qu'on va voir dans notre démo. Donc là, je vous ai mis une slide de ressources. Bien évidemment, elle n'est pas complète parce que, comme je vous disais depuis le début, le monde de l'automatisation est très vaste. Donc, parler que de ça, ça pourrait prendre des heures. Je vous donne quelques éléments importants. Donc, les librairies Normir, Netmico, la doc Python, tout ce qui est Docker, vu qu'on parle de conteneurs au niveau de IOX, Ansible, GitHub, qui est une bonne ressource pour aller avoir des packages qui seraient déjà créés. Donc, l'idée, c'est pas d'aller réinventer la roue. Ansible, GitHub et le site de regex 101 pour tester vos regex. Il y en a d'autres. C'est celui que je préfère quand j'ai envie de tester certaines fonctionnalités de regex, voir comment je passe mon texte. Et bien évidemment, deux sites importants. Donc la première qui est la partie DevNet, où vous avez toute une communauté qui partage ses sources, qui va être liée à Cisco, mais pas seulement. Vous pouvez avoir accès à des codes sur autre chose que Cisco. Et le forum communauté Cisco sur lequel les personnes peuvent poser des questions et on pourra vous aider à builder votre script. La dernière polling question, à partir de quelle version IOX X guest shell peut-il être activé? 16.8.1, 16.6.1 ou 16.5.1. Donc ça va se passer sur la droite de votre écran. Alors, nous avons déjà, pardon l'interruption, nous avons déjà les résultats de la polling question précédente. On va ouvrir le suivant sondage. On vous remercie si vous voulez répondre. D'accord? Et puis, n'oubliez pas de poser vos questions sur le panneau Q&A pour qu'on puisse récupérer toutes vos questions et répondre en fin de session, s'il vous plaît. Merci. Pardon, Francesco. Continue. Pas de problème.
Donc là, je vais vous proposer deux démonstrations. Donc, c'est des démonstrations basées sur des use cases réels clients. Je les ai juste réduites au minimum pour notre session d'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que ici, on a un... Oh, attendez, j'ai un problème de... Sorry. Voilà. Ici, on a un CSR sur lequel on va avoir deux switches qui sont connectés. Au début de notre lab, on va voir que ces deux ports, Geek 2 et Geek 3, sont shutdown. Et l'idée, c'est de dire, dès que je branche un switch, son port ici est provisionné en DHCP seulement. Dès que je branche quelque chose, le conteneur qui est hébergé dans le CSR, donc mon Linux, va détecter ça et provisionner mon switch. Donc lui mettre des VLAN et configurer des interfaces. Comme je l'ai dit, je l'ai mis au très strict minimum, mais c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc là, je l'explique, vous le lirez après par la suite, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Et la deuxième démo, l'idée, donc toujours avec un CSR, sur lequel on a activé la partie IOX donc, en utilisant le guest shell natif de Cisco. On vient installer dans le guest shell la partie Apache et une database SQLite. Et cette application web, qui est basée en PHP, va être accessible depuis le réseau par n'importe quel client. L'idée, c'est qu'il va avoir une table avec laquelle il va venir pouvoir modifier l'interface, le VLAN, le mode qu'il va vouloir mettre sur le VLAN, une description, et quand il va faire un push de la config, derrière, l'application PHP va appeler un script Python qui va venir modifier notre switch ici. Donc là, on va passer sur la première démo. Donc la première démo, ici, j'ai mon CSR et j'ai mes switches. Donc on va voir nos switches. Ici, show VLAN, j'ai des VLAN standards. Et si je regarde mes interfaces aujourd'hui ne sont pas configurées. À part la première qui est en DHCP pour qu'il puisse récupérer une IP. Si je vais sur mon switch numéro 2, j'ai exactement la même chose, pas de VLAN, autre que les standards. Et quand je fais le show de mon interface, la même chose, rien qui est configuré. Je retourne dans mon CSR. Dans mon CSR, j'ai la partie IOX qui est activée et je roule ce qu'on appelle du conteneur. Et si je fais mon show up hosting disk, je vois que mon guest shell tourne. Donc en tapant guest shell, j'arrive sur un Linux. Et là, je fais toutes mes commandes Linux comme n'importe quelle autre distribution. Là, j'ai un répertoire script dans lequel je viens mettre mon script Python, une database SQL et la notion de logging. Puisque ce qui est très important, c'est automatiser, oui, mais c'est de récupérer un max de logging au cas où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez analyser tout le processus. Je vais vous montrer le script par texte. Donc l'idée, en fait, dans le script Python, on vient ici importer nos différentes librairies qu'on aurait besoin dans l'utilisation de notre script. Ce qui va être important, c'est la librairie Cisco ici, le CLI, parce que vous allez voir par la suite plus bas dans le script, on va y aller tout de suite, on va faire un show CDP au niveau du device. Où est-ce que je l'ai mis on va y venir, parce que là je ne le vois pas comme ça, mais on va y venir. Ensuite, j'utilise la notion de logging pour loguer justement tous mes événements. La notion de SQL, puisque je veux garder un update de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si j'allume mon switch 1, rappelez-vous du design ici, j'allume mon switch 1, mon routeur va détecter qu'il est up, il va venir le configurer. Quand je vais allumer mon switch 2, il va détecter qu'il y a un nouveau switch qui a été mis up, mais je ne veux pas repasser, donc revenir reprovisionner mon switch 1 qui est up depuis, admettons, quelques semaines. Je veux justement venir provisionner uniquement mon nouveau switch. Donc, d'où l'importance de loguer tout ce qui est fait. Là, je déclare mes différentes variables. Je déclare mon template texte FSM. Je vais déclarer des requêtes SQL que je vais utiliser par la suite. Ma database. Donc, dans ce cas de figure-là, ce script-là, vous voyez que j'ai mis des chemins en mode dur sur le script.
on va le voir dans la démo 2, je peux utiliser des variables pour construire mon chemin. Je mets mes users, donc tout ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait ici, c'est-à-dire qu'on met un username et password, mais dans le cadre du lab, c'est correct puisque c'est des mots de passe standards. Dans le cadre de la prod, on va demander, poser une question à l'utilisateur. Je vais définir mon répertoire, où est-ce que je vais venir faire mon login, créer mon répertoire s'il n'existe pas, ici, définir mon fichier de login, qui va être standard à chaque fois. La seule différence, c'est que je vais garder la notion de date pour avoir une journalisation de log. Et la même chose ici, si mon fichier existe, je vais faire un appel, c'est-à-dire que si je connecte plusieurs switches dans la même journée, mon fichier de log sera le même, mais je ne vais pas écraser ce qui a été fait. Donc, je vais venir rajouter des informations dans le fichier. En revanche, s'il n'existe pas, je vais venir le créer. Je définis, donc ça, on va passer rapidement, c'est la partie logging. Une requête SQL pour venir insérer des éléments. Et là, c'est ce que je vous parlais tantôt, c'est les commandes que je vais balancer en mode de liste. Donc, on voit que j'ai déclaré une variable avec, ici, qui sont délimitées par des crochets. Et à l'intérieur de ces crochets, je mets différentes commandes séparées par une virgule qui va indiquer que c'est une liste. Et qu'est-ce que va faire donc Netmico, puisqu'ici, j'utilise Netmico pour ceux qui l'ont vu. Il va lire la liste ligne par ligne et va exécuter les commandes les unes après les autres. D'où le fait d'avoir la configuration qui soit dans l'ordre, puisque si je mets name avant VLAN, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, j'ai des fonctions pour créer ma database, ça n'existe pas. Des fonctionnalités de ping pour pouvoir me connecter, c'est-à-dire que si je ne le ping pas, ça sert à rien de me connecter dessus. Des fonctions de update. Et ensuite, j'ai mon script. Donc, la première commande, ici, vous voyez, CLI, je vais faire un show CDP neighbor detail. Je vais mettre dans une variable, ici, que je vais venir parser avec mon texte FSM en lui donnant le template. Et ce texte FSM template, je mets dans une variable que j'appelle ici et j'utilise la sous-fonction de passe-texte avec la variable de mon output ici. Donc, vous voyez, je crée ma variable, je fais ma commande, je crée une autre variable dans laquelle je viens référencer mon template texte FSM, et ensuite, j'associe les deux. Je utilise ma variable texte FSM, qui a monté son texte FSM, et je vais utiliser une sous-fonction de parse-texte avec la variable qui correspond à la sortie de mon output. Et en fonction de ça, après, je vais me connecter à ma database. Je vais faire tout un tas d'informations. On ne va pas passer dans chacune des lignes. Mais l'idée, c'est que une fois que j'ai récupéré ici, j'ai passé mon output avec texte FSM, c'est un format liste qui va m'être retourné. Donc, si j'ai un seul switch, j'aurai à la fin une seule ligne. Mais si j'ai 3 switches, 2 switches, 5 switches, je vais avoir le nombre de switches dans ma liste. 3 switches, 3 lignes. Et donc là, je fais une boucle pour dire je vais récupérer chaque item qui est dans ma liste de résultats. Et qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais loguer une information comme quoi je commence à travailler sur ce routeur-là. Je vais faire un test de ping, comme on disait tantôt, pour vérifier si mon ping fonctionne ou pas. Si ma valeur, puisque mon ping ici me retourne un statut, true ou false, avec cette commande return ici. Si mon ping est vrai, ici, je vais me connecter à SSH, faire, on le voit ici, send config set avec ma variable de config, qui est celle qu'on a déterminée en haut, ici. Je vais venir modifier, pour le cas du lab, le hostname en rajoutant modify. Comme ça, on va vérifier que ça s'est bien modifié. OK. Donc là, je crée ma variable et là, je l'applique avec la partie Netmico. Je me déconnecte et je log. Là, vous voyez que j'utilise des try except pour me connecter en SSH, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire ça. S'il y a la moindre erreur, il va aller dans l'exception et là, il va me mettre un simple message d'erreur. Ici, j'aurais pu traiter les différents messages d'erreur et loguer le message exact. Si mon ping ne fonctionne pas, je passe ici en disant qu'il ne répond pas et ainsi de suite. Donc là, on va passer au test. Donc, je vais juste pour vous montrer. Vous avez les résultats à droite du polling question que vous avez répondu il y a 5 minutes.
Donc là, dans la partie logging, vous voyez que j'ai rien correspondant à aujourd'hui. Le dernier s'arrête en date du 21, donc qui était hier. Je vais sortir d'ici. Sur mon iOS, la seule chose que j'utilise pour faire ça, c'est un EEM. Donc, je vais utiliser un Event Manager qui va baser son exécution sur un pattern syslog. Donc, dès qu'il va voir ce message-là, ici, il va s'exécuter. Et là, vous voyez que j'utilise aussi du regex pour dire 2 et 3. Donc, peu importe une des deux interfaces. Mais si une autre interface monte up, je ne regarde pas. Je lui donne un max run. Pourquoi? Parce que dans le cadre du lab, je mets du wait ici de 60 secondes. Et par défaut, dans le M, si, ça va tourner pendant 20 secondes. S'il n'y a pas d'action, au bout de 20 secondes, il va tomber. Et donc là, je définis mon web. Donc, je me mets en mode enable. J'attends 60 secondes le temps que la switch récupère une adresse IP et qu'elle puisse être, que je puisse me connecter dessus par SSH. Ici, depuis mon iOS, vous voyez que je lance la commande guest shell run. Et quand je fais un guest shell run, je peux faire différentes choses. Je peux aller en mode bash, donc aller directement dans Linux, ou je peux appeler l'application Python et lancer mon script Python. Et ensuite, je mets un message de log syslog dans mon routeur, juste pour valider que le script est terminé. Donc, avant de lancer, je vais faire un debug de l'Event Manager. Voilà. On va afficher en haut le CSR et en bas le switch 1. Je vais me mettre en mode consté et je vais mettre un no-shot sur l'interface GIG2. Donc là, le temps que l'interface monte, l'interface vient de monter, ici. Ça correspond à mon regex que j'ai fait, donc GIG2 3. Là, je vois que le EM est parti, ici. Et donc, mon prompt au niveau de l'EM, je me mets en enable, donc je suis en enable. Donc là, je tombe sur le wait de 60 secondes. Donc cet environnement-là tourne sur un lab de type EVE-NG. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un 60 secondes pour attendre que la requête d'HTTP se passe, que le switch en bas récupère bien une IP. Si je vais ici, pour l'instant, vous voyez que je n'ai pas d'IP. Donc si la loi de Murphy ne s'applique pas dans notre démo, on devrait avoir une IP d'ici peu de temps. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai récupéré mon IP. Donc là, j'ai une IP sur mon switch. Donc ça veut dire que quand les 60 secondes seront terminées, je vais lancer, voilà. Donc là, je lance mon guest shell. Exceptionnellement, toujours dans le cadre du virtuel, dans ce script-là, j'ai mis, pour ceux qui l'auraient vu, un sleep de 10, donc un autre temps d'attente de 10 secondes. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, voilà, je suis dans un environnement virtuel, donc, et lors d'une démo, je veux m'assurer que tout fonctionne correctement. Donc là, vous voyez, le timer a été très court, donc le script ne s'est pas lancé. On va le réexécuter rapidement. Alors, on va aller juste vérifier avant pour être sûr que il ne s'est pas lancé à cause du fait qu'il était déjà lancé avant. Donc, il m'a créé un log. Ok, donc là, il a pas réussi, vous voyez, il n'a pas réussi le switch n'a pas répondu au ping qu'a lancé le routeur. Et alors, on va juste revenir, pardon. On va vérifier que la database, il n'y a pas d'entrée. Donc, c'est une database de type SQLite. Ok, donc j'ai pas d'entrée, on va le relancer. On va lancer sur le 2 également.
Donc là, c'est notre switch 1, lui, il avait déjà l'IP. Et notre switch 2. Ok, il n'a toujours pas récupéré l'IP. Donc après, dans la vraie vie, ce timer-là, dans le use case client que je vous donnais, le timer est là, mais il est très rapide. On n'a pas besoin d'un timer de 60 secondes pour avoir un device qui récupère une IP et pouvoir se connecter dessus. Donc là, il lance le script. Le M lance le script. Donc le deuxième, puisqu'on fait les deux switches. Donc lui, il a eu l'IP aussi. Donc là, je vois qu'en termes de moniteur, il y a des choses qui se passent. Et je ne devrais pas tarder à avoir mon EM ici, qui devrait me donner le message de syslog en me disant que c'est terminé. Voilà. Donc là, j'ai mes messages de syslog ici, que je vois. Donc ça veut dire qu'il a terminé. Donc je vais annuler mon debug. Et on va aller, donc rappelez-vous, dans le script, on va modifier le prompt. Donc là, le prompt, on voit que c'est switch 1. Si je fais Enter, je devrais avoir le nouveau prompt. Voilà, j'ai bien le nouveau prompt. Je suis sur le switch. Ok, bon, j'ai eu une petite erreur ici, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est que je veux voir dans mes show VLAN, pardon. Alors, je vois qu'il a bien provisionné mes VLAN. Et je vois que mes interfaces ont bien été provisionnées par rapport à ce que j'avais demandé dans mon script. Si je remonte ici. Donc, l'Ethernet 1 en mode access, le 2 en mode access 11 et le 3 en mode track. Si je vais sur l'autre switch, ok, donc voilà, là typiquement, il y a eu un petit problème, mais c'est pas très grave. La première a fonctionné, c'est celui-là l'essentiel. On va quitter ça et on va revenir sur la partie guest shell pour aller voir les logs. Donc, on va aller sur notre répertoire script. Et là, je vais faire un quête du log d'aujourd'hui. Et là, je vois que mon logging a fonctionné en me disant qu'il a été mettre à jour les informations. Là, c'est un script basic. Généralement, quand on lance plusieurs fois comme ça d'affilée, faut tenir compte du multi-processing du switch et surtout pour tout ce qui est base de données pour être sûr de ne pas overlapper comme il s'est passé là actuellement. Si je shut down et que je refais l'autre manuellement, ça va fonctionner sans aucun problème, l'un après l'autre. Et dans ma database, ici, select, donc je vais tout prendre de ma table device, je vois qu'il est venu mettre à jour ici les informations pour dire quels sont les switches qu'il est venu récupérer. Voilà, donc ça c'était juste un quick overview de comment je peux utiliser Guest Shell pour venir auto-provisionner. Dans le vrai use case client, c'est du provisioning non seulement sur LAN, mais aussi à travers le WAN. On va passer sur la démo numéro 2, où j'ai un portail web qui affiche quelque chose à un client. Ce client va venir modifier des interfaces et ensuite on va pousser la config. Donc là, on fait appel à un vrai CSR déployé au niveau du réseau dans un environnement ESX. Donc je me connecte sur le CSR. La même chose, si je fais mon show app hosting list, je vois mon guest shell. Je peux me connecter dessus. Je peux me mettre en sudo dessus en route, regarder mon IP address, par exemple c'est 235.10, c'est bien la config que j'avais faite, et comme c'est sur un vrai environnement, je peux très bien imaginer me connectant SSH dessus, comme si c'était une vraie machine Linux. Voilà, et je suis dessus. Je suis exactement sur le même CSR. Au niveau du routeur qu'on va venir modifier, c'est celui-là. Donc c'est un switch 3850 qui est sur le lab.
donc A3850, et on va venir modifier cette interface-là, la G1028. Aujourd'hui, elle s'appelle avec cette description et en mode trunk. Le script, qu'est-ce qu'il fait ici? La même chose que tout à l'heure, on va utiliser le NetMicro pour se connecter donc sur la switch qui est distante, la partie logging, la partie SQL pour noter ça, et la partie Base64 pour encrypter les données. Pourquoi encoder pardon les données. Pourquoi? Parce que j'ai une database qui est ici, où je vais avoir mes credentials qui sont mis dans la database, et pour pas que ce soit en clair, je les ai encodés en Base64. Donc, comme ça, si quelqu'un va dessus, il va falloir qu'il les décode. Là, s'il veut les décoder, mais il ne pourra pas les lire en clear text juste en allant sur le portail. Donc, la même chose, je déclare toutes mes variables ici. Si vous êtes intéressé, par la suite, on pourra éventuellement publier les scripts sur le forum. J'ai mes différentes fonctions. Donc, ici, vous voyez que j'ai une fonction de décode. Et cette fonction de décode, je vais la voir par ici, c'est-à-dire que je vais lancer ma requête qui va récupérer mes credentials. Donc, je vais lancer cette variable-là, rec credentials, qui va faire un select du username et du password. Et ensuite, je vais lancer ma fonction que j'ai créée ici, à ce niveau-là, en disant, ce que me retourne SQL, c'est une liste. Okay, donc, je vais récupérer dans ma liste 0, parce que je pourrais avoir plusieurs infos, plusieurs lignes. Donc, dans ma ligne 0, donc ma première ligne, je vais récupérer ma deuxième valeur. Ma deuxième valeur, ça c'est 0, ça c'est 1. Donc ma deuxième valeur, c'est le password. Donc je récupère ma deuxième valeur de ma première ligne et je vais la passer sur des codes. Là, vous voyez que je n'ai pas fait de loop parce que j'ai qu'une seule ligne. Et c'est encore une fois, je l'ai build exprès pour l'app, donc il y a des choses à améliorer dessus si on veut le mettre en production droit derrière. Mon username, la même chose, je récupère ma première ligne, ma première valeur. Ensuite, je viens faire une requête ici dans Device pour afficher toutes mes équipements avec leur adresse IP. Et donc, dans la requête SQL qui m'est retournée, je vais récupérer ici, donc dans ma première ligne, ma deuxième valeur de cette requête-là. Rec Device, ici, le nom IP address. Donc, ma deuxième valeur, c'est l'IP address. Ensuite, je vais venir envoyer ce qu'on appelle processer mes data pour configurer mon port. Donc là, je fais appel à une fonction et je lui passe un certain nombre de paramètres. Donc plusieurs arguments. Ces arguments, 6 arguments, c'est quand j'appelle mon script, je l'appelle en lui passant des paramètres. Et donc ces arguments-là, je vais venir ici dans Data Process, ici. Et donc mon premier argument, c'est l'interface, le mode, ensuite le VIAN, la description. Et je vais builder ma liste. Ma première liste, je fais un default interface, je vais sur mon interface, je mets ma description, et ensuite, en fonction de si c'est un access ou si c'est un trunk, mes commandes ici vont être différentes. Donc, je viens rajouter, vous voyez que dans ma liste, je viens étendre ma liste pour rajouter d'autres valeurs. Et ensuite, je me connecte à mon SSH, j'applique ma config, qui est celle-là, je me déconnecte et je log l'info. Au niveau du PHP, c'est très très simple. Je récupère donc les différents éléments, donc le nom, le mode, les VLAN, la description et le switch. Et vous voyez que j'appelle mon script Python et je viens rajouter à mon script différents arguments. Donc arguments 1, 2, 3, 4 et 5. Comment ça se concrétise vis-à-vis d'un utilisateur? C'est que je vais sur l'IP ici de mon guest shell, puisque j'ai un Apache qui roule. Voilà, j'ai un Apache qui roule ici. Donc j'ai un portail web avec le fichier list IP. Je peux supprimer ici, donc ça va supprimer dans la database. Je peux éditer. Et là, on va faire un edit. Celui-là, par exemple, mon port de switch, mon vrai port, je vais le mettre en mode access et je vais le mettre dans le VLAN 10. Donc, je fais ça. Je l'appelle test webcast. Et je fais un update data. Donc là, pour le cas du VLAN, je vais séparer volontairement. Mais normalement, on pourrait imaginer que dès que je fais update data, je peux envoyer la commande. Mais dans le cas précis, je fais un update.
je viens mettre à jour ma database. Donc, si je retourne dans ma database ici, je vais voir que mon 1.0.28 a été mis à jour. OK. Mais au niveau de ma config, donc je vais revenir sur la liste et on va aller sur le switch. Au niveau de mon switch, ma config n'est toujours pas changée. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire configure le switch. Donc, un mode de déploiement en mode push, là, que je peux imaginer de faire tout un tas d'informations et envoyer le push. Alors, bien évidemment, dans le vrai use case, ça a été fait en plus joli, avec des noms plus parlants pour l'utilisateur, et l'utilisateur peut changer son propre VLAN par rapport aux 2-3 VLAN auxquels ils avaient le droit. Donc là, j'ai cliqué dessus, je vais aller voir sur mon switch, et là, je vois que c'est venu modifier mon port. Donc, un autre use case où je vais pouvoir utiliser le iOS XE avec du Python pour automatiser des choses qui peuvent prendre un peu plus de temps. Donc, on pourrait imaginer, dans le vrai use case dont je vous parle, c'était un super user qui pouvait gérer tout ça, il n'avait aucune notion des télécoms, mais qui savait que tel utilisateur faisait partie de la finance ou cet utilisateur fait partie de l'IT et ainsi de suite. Il venait modifier ça par web et après, il avait un seul bouton, il faisait push et ça envoyait ça sur le switch. Donc, la description de la démo 2, comment on l'a roulé. Donc là, j'ai terminé pour les deux démos. On va passer aux questions-réponses s'il y en a. Jimina, je vais te passer la main aussi. Et je ne sais pas si vous avez des questions-réponses, surtout des questions. Oui, bien sûr. Tu m'entends? Oui. Ok, super. Bah oui, nous avons déjà des questions. Merci à tous les participants. Et si vous voulez soumettre vos questions sur le panneau Q&A, s'il vous plaît. Et puis, on va, si tu veux, je vais commencer à lire quelques questions. Bon, bah, entre-temps. Alors, on dit bonjour. Comment gérez-vous l'installation de toutes les librairies nécessaires lorsque vous souhaitez partager vos scripts avec vos collaborateurs? Est-ce à l'aide de Maven? Alors, ce que j'ai pris l'habitude de faire aujourd'hui, c'est d'utiliser des Docker, des conteneurs. C'est-à-dire que quand je déploie mes applications, que ce soit pour scripter du ICE, du Switch ou même des outils de migration, je package l'ensemble du code Python sous un Docker que je mets sur GitLab ou sur un Docker registry local ou même sur Docker Hub. Et ensuite, la personne, j'ai juste à lui demander d'aller faire un pool de ce Docker. Et quand il va le recevoir sur sa machine, bah, il va avoir l'ensemble des librairies. Ça me permet aussi de modifier s'il y a des bugs ou mettre à jour les pages de sécurité, par exemple, de pousser la mise à jour et quand la personne, bah, elle a juste à rappeler son Docker pour que ça se remette à jour. Donc, personnellement, j'utilise la partie Docker pour packager le tout et envoyer ça, partager avec d'autres personnes. Ok. Alors, une deuxième question. Sur quel type d'équipement ou quelle version iOS XE est disponible iOX? Alors, iOX, comme on l'a vu lors de la présentation, c'est disponible depuis iOS XE version 16.5. Et si je ne dis pas de bêtises, ça a commencé là, mais la réalité, c'est 16.5.1. Et c'est disponible sur tout ce qui est routeur, ISR, CSR, ASR. C'est disponible également sur des 3850. Par contre, bien évidemment, sur le ou 3650 également, mais sur ce type de modèle-là, bah, vous serez limité à ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que sur les switches, vous ne pourrez pas forcément installer des packages RPM, donc des packages d'applications installés sur votre CentOS. Alors que sur la partie routeur, vous pourrez. Si vous avez un 3850X, là, vous pourrez, normalement 3850X c'est bon, mais tout ce qui est autre 3650 par exemple, ça ne sera pas bon. Merci. Nous avons une troisième question. Alors, quel est l'impact mémoire CPU sur l'utilisation de Python sur les équipements? Alors ça, c'est une question difficile à répondre dans le sens où tout dépend de ce que vous allez faire comme traitement.
Les équipements de nos jours, ils ont quand même pas mal de mémoire. Et à date, tout ce que j'ai pu faire moi en prod, j'ai jamais impacté quoi que ce soit en termes de process iOS directement. Mais encore une fois, tout dépend du traitement que vous allez faire, sachant qu'il y a quand même des protections qui sont là. Et donc, vous ne pourrez pas utiliser toute la mémoire disponible de la boîte. Il y aura quand même des limitations pour vous assigner qu'un certain montant de mémoire. Et vous pourrez aussi réduire ou augmenter un tout petit peu plus cette valeur-là, mais vous ne pourrez jamais utiliser 100% de la mémoire des devices. Donc, si la question est est-ce que le iOS peut continuer à tourner, la réponse est oui. Mais normalement, je veux dire, c'est du Linux avec des simples scripts Python, même si ça fait beaucoup de choses. En termes de mémoire, si vous n'allez pas updater 3000 ou 4000 devices en même temps, bah, vous devriez être correct. Sinon, il va falloir gérer le multi-processing. D'accord. Alors, quelle différence ou avantage entre Cisco FParse et les autres librairies présentées? Entre Cisco, pardon? Cisco FParse, Cisco Conf Parse et les autres librairies Cisco présentées. Oui, pardon. OK. Cisco ConfParse est une librairie disponible qui va vous permettre de parser un certain nombre d'éléments qui sont déjà prédéfinis dans la librairie Cisco ConfParse. Avec TextFSM, l'idée c'est d'utiliser, si vous allez sur GitHub, vous allez voir, vous allez en avoir une centaine minimum là, mais vous pouvez également créer vos propres librairies et l'idée c'est pas de focuser sur une commande, mais c'est de passer tout un tas de outputs que vous utiliserez. Dans le cadre de Cisco, là j'ai montré pour Cisco pour des outputs show CDP, mais on pourrait imaginer d'autres librairies, pas librairies, mais d'autres équipements autres que Cisco, comme du Juniper, F5 ou autre. Et là, le Cisco ConfParse, il va pas être capable de passer ces informations-là. Donc la réponse basique, c'est que Cisco ConfParse va vous permettre de passer quelques outputs du showrun ou de quelques show commands, très limités, alors que le TextFSM vous ouvre la porte à passer tout un tas de choses, non seulement liées à la télécom. Alors, une autre question. Est-ce possible d'avoir l'accès au code PHP plus Python utilisé pour la deuxième démo? Est-ce qu'on peut partager ça? Oui, dès que le poste sera ouvert, je mettrai les scripts PHP et les deux scripts Python et j'extrairai aussi la configuration du CSR avec la partie iOS, EM. D'accord, merci. Ensuite, pour quelqu'un qui vient du réseau et non formé au DevCA, pour quelqu'un qui vient du réseau et non formé au Dev, ça semble assez difficile à prendre en main. Est-ce correct? Alors, la réponse est, comme on dit ici au Québec, oui, dans le sens où oui et non. Ça veut dire que au départ, ça peut paraître une grosse montagne, mais il faut prendre les choses petit à petit. Il y avait un cours qui était publié par la communauté de GNS3 sur comment se connecter à un équipement SSH. Je crois que ça coûtait, alors je pense que c'est toujours disponible, faut checker, mais ça coûtait dans les $10. Et il y avait tout un tas de vidéos qui vous permettaient de prendre en main les basics de Python et comment me connecter aux équipements. Vous avez aussi, comme je le disais tantôt, la communauté DevNet où il y a tout un tas d'informations qui peuvent vous aider à faire des petites choses et commencer pas à pas à automatiser. Et il y a le forum Cisco. Après, c'est sûr que il faut quand même apprendre quelques langages, le langage de programmation un petit peu au niveau Python. Et là, si vous allez sur le site de Python, il y a déjà quand même pas mal d'exemples. Mais l'ensemble des quatre infos que je viens de vous donner va vous permettre de prendre en main, peut-être pas d'arriver aussi loin à utiliser du logging, du SQL, ainsi de suite, mais de commencer à automatiser des petites tâches. Donc, ça peut paraître compliqué au départ, mais au final, avec un peu de volonté et des efforts surtout, on va pouvoir y arriver assez vite à starter un peu l'automatisation des équipements. Et pour les API, comme je le disais tantôt, dans le API Explorer, généralement c'est fourni assez fréquemment par tous ceux qui publient des API.
vous avez déjà des codes et vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Postman, sur lequel vous pouvez, au lieu de développer en Python, vous pouvez déjà tester rien que l'appel API et une fois qu'elle fonctionne, vous avez un bouton dans Postman pour extraire ce code en mode Python ou autre, mais là, dans ce cadre-là, on parle de Python. Donc, avec les deux librairies Request et HTTP, et ça vous donne l'exemple de comment Postman build le script Python pour faire l'appel API que vous avez testé. D'accord. Quelqu'un aimerait savoir si on peut utiliser les applications PC, ces hashtags, pour une interface avec Python ou si c'est juste du PHP. Non, on peut interfacer tout type de langage avec du Python. Il n'y a pas de. Là, j'ai fait PHP parce que l'idée c'était de fournir une page web qu'on pouvait mettre dans le cas réel client, c'était de le mettre dans un cloud public. Mais on pourrait utiliser n'importe quoi pour appeler du code Python derrière. D'accord. Pourquoi ne pas juste utiliser des requirements.txt pour le partage entre personnes? Comme je le disais tantôt, l'avantage d'avoir un conteneur de type Docker, ça me permet de gérer la partie Linux aussi derrière, d'installer les packages que je veux, mais aussi de tenir à jour et de faire du versioning. Donc ça veut dire que la personne, quand elle va m'appeler parce que son Docker fonctionne pas, je vais pouvoir voir quelle version il roule, est-ce que c'est la dernière, est-ce que c'est pas la dernière, et gérer ça dans un mode assez simple et précis en même temps. Mais on pourrait l'imaginer d'utiliser avec Requirements. Après, comme je dis, il y a différentes méthodes sur le marché, chacun prend la sienne. Et depuis les années que je développe, avant je faisais pas ça et maintenant depuis plus d'un an là, je migre tous mes scripts en mode Docker pour justement les partager et garder cette main sur la mise à jour et la sécurité qui va derrière. Parce qu'on va pouvoir gérer le réseau qui va dans le Docker. On peut gérer tout un tas d'informations jusqu'à un niveau très très bas. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est pour ça que je pars avec du Docker. OK. Et quelles seraient les librairies Python recommandées? Comme vous l'avez dans le slide, il y a des librairies comme Nornir, Netmiko, Ansible. Alors, Ansible, personnellement, je suis pas très très fan. Je préfère Nornir puisqu'il va fonctionner à peu. Si je dis ça, il y a des gens qui vont me taper sur les doigts, mais pour être très schématique, ça fonctionne à peu près de la même façon, mais il est beaucoup plus scalable. Donc j'utilise aujourd'hui Nornir ou Netmiko, mais pour me connecter aux équipements. Ensuite, j'utilise Request pour faire les appels API. Et les librairies principales dans notre métier, on va dire, ça va être Jinja pour créer des templates de config réseau, et donc créer plusieurs configs pour plusieurs devices avec un seul script. Ça va être du texte FSM pour parser les configs et beaucoup de SQL et de logging pour pouvoir faire de la journalisation et tenir une database à jour. Voilà les basics que j'utilise. Après, il y en a d'autres, mais ça, ce sont les basics pour je dirais, commencer à faire de l'automatisation. Et derrière ça, j'utilise beaucoup de shell pour donner, par exemple, quand je fais du Docker, pour donner des dialogues aux clients avec des menus, ce genre de choses. On pourrait le faire en Python, mais c'est juste que je suis plus à l'aise avec du shell, donc je fais avec du shell. Merci. Et puis, on a deux dernières questions. On va aller très vite. Alors, les librairies... non, est-ce qu'on peut avoir les fichiers .py du script de la démo? Ça, on avait dit que oui. Oui. OK. Je les mettrai sur le forum. OK. Et est-ce que cela peut causer un trou de sécurité d'avoir accès à Linux dans un routeur? Alors, bien évidemment, comme tout, dès que vous ouvrez la porte à quelque chose, forcément, vous allez ouvrir des potentielles failles de sécurité. L'idée derrière tout ça, c'est de gérer ce système comme n'importe quelle autre machine. C'est-à-dire que si vous voulez le publier, vous pourrez, comme je vous ai dit, sur les routeurs, vous allez avoir l'accès à la totalité du Linux. Donc, vous pouvez installer des packages RPM. Donc, vous pouvez installer des outils de firewalling, utiliser le IP tables par défaut, mais il va falloir sécuriser cet accès-là, bien évidemment. D'accord. Écoutez, on est déjà 4 minutes pour finir la séance.
si vous êtes d'accord, on va prélever toutes les questions qui restent et on va répondre sur la page de la communauté. Alors, on vous enverra le lien, sinon ça sera aussi accessible depuis le lien de l'événement. Et si vous voulez, on va faire la fermeture de cette séance webcast. Je veux vous demander de ne pas quitter tous ceux qui sont encore connectés. Bon, je remercie Francesco pour cette présentation. Je crois que notre audience a trouvé largement d'exemples et d'options pour réaliser une automatisation conformément à ses besoins. Nous aurons une foire aux questions sur automatisation à compter d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 30 août. Si vous avez des questions supplémentaires qu'on n'ait pas récupérées éventuellement, vous pouvez les publier là. On va reprendre celles qui ont été partagées ici sur le chat ou sur le Q&A. Je m'excuse. Et aussi, vous avez le lien qui est publié à ma OG 19. Sinon, vous savez, nous avons la communauté qui est disponible sur plusieurs langues. Alors, nous avons l'anglais, l'espagnol, le portugais, le chinois, le russe et le japonais. Chaque communauté a ses propres événements. Si vous parlez d'autres langues, vous êtes invité à participer. Et nous avons des réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram. Aussi, si vous voulez être prévenu par recevoir des courriers, vous pouvez visiter aussi nos comptes directement. Alors là, c'est très important. On va vous envoyer un surveil dès que vous serez déconnecté de cette séance. Vous recevrez un écran avec un sondage. Je vous demande, s'il vous plaît, de répondre aux questions. On veut récupérer, si vous avez apprécié cette démonstration, rappelez-vous qu'il faut qualifier Francesco et puis toute la séance. Si vous pensez qu'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on reprenne ou d'autres technologies, s'il vous plaît, participez à cette surveille. C'est hyper important pour nous. Je vous demande d'y répondre. Et alors, au nom de tous les membres de la communauté en français, je veux vous remercier. Et je veux aussi remercier Francesco et Xavier pour tout le temps dédié. On sait que vous êtes tout le temps à l'écoute et en train de répondre aussi aux questions de nos clients sur la communauté en français. C'est merveilleux, vraiment, l'enthousiasme avec lequel vous participez. Alors, à tous nos invités, nous espérons que cette séance vous ait plu et qu'elle vous ait apporté des nouvelles connaissances. Restez attentifs à nos prochains événements. Si vous souhaitez être prévenu à l'avance sur une technologie en particulier, faites-le nous savoir. Il y a un lien sur email sélectif qui sera affiché sur le chat pour que nous puissions vous inviter exclusivement sur des sujets qui vous intéressent le plus. Et Francesco et Xavier, je vous embrasse très fort tous les deux. Je reviens avec vous dans quelques instants, le temps juste de fermer de la séance et de demander aux participants de lancer le surveil. Alors, au nom de toute l'équipe Cisco et de nos experts au plateau, je vous remercie votre présence. N'oubliez pas de répondre à l'enquête et à la prochaine. Au revoir.